Ce soir dans Bouge la France, le Téléthon face à la crise. Est-ce que les Français vont donner moins cette année dans des circonstances plus compliquées? Le Tour de France avec le retour de Lance Armstrong, c'est un grand pas pour l'ambiguïté. Et puis je recevrai ensuite Jean Miot, l'ancien PDG de l'AFP, entre autres, nous décrira sa passion de la presse. Et dans un instant dans Bouge la France, juste après le journal de Saveria Roger. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'euthanasie ne sera pas légalisée, c'est ce que recommande Jean Leonetti. Le député déjà auteur de la loi sur la fin de vie refuse de reconnaître un droit à la mort, mais il propose des aménagements comme un congé payé ou une meilleure formation des médecins. François Lallemand, Michael Holter. Mars 2008. Face au refus des médecins de l'aider à mourir, Chantal Sébir, défigurée par une tumeur incurable, va mettre fin à ses jours. Devant l'émotion suscitée par sa détresse, le député Jean Leonetti est chargé d'évaluer la loi de 2005 qui porte son nom. 8 mois plus tard, sans surprise, son rapport écarte toute légalisation de l'euthanasie en France, mais il propose quelques innovations. Ce serait un grand geste de fraternité et de solidarité et un signal fort que de mettre un congé d'accompagnement de fin de vie, un congé payé. Et je suis sûr d'ailleurs que ce congé ne grèverait pas les finances publiques. Outre ce congé de 15 jours pour les proches des patients, le rapport préconise une meilleure formation des médecins aux soins palliatifs ou encore un observatoire des pratiques médicales de fin de vie. Mais toujours pas de droit à la mort, donc, comme l'avait déjà réclamé en 2000 Vincent Imbert. Le décès du jeune tétraplégique, facilité par sa mère Marie, avait relancé le débat sur l'euthanasie en France. Aujourd'hui, les partisans du droit à décider de sa propre mort ne cachent pas leur déception. On s'est moqué de nous, on s'est moqué des gens qui sont dans la souffrance. Nous voulons une loi encadrée qui permette la légalisation de l'euthanasie dans notre pays. Je crois qu'il ne faut pas chercher des systèmes compliqués. Il y a un système qui fonctionne, qui est humaniste, qui évite les dérives. En Belgique, il fallait tout simplement le copier. En Europe, les Pays-Bas ont légalisé l'euthanasie dès 2002, suivie par la Belgique. Elle est tolérée en Suisse et a provoqué mardi, hasard du calendrier, une crise politique au Luxembourg où le grand-duc refuse de promulguer son autorisation. Alors parmi les propositions de Jean Leonetti, un congé payé d'accompagnement. Pour rester aux côtés du malade jusqu'au bout, les familles pourraient bénéficier de 15 jours de congé. Reportage dans un centre de soins palliatifs du 15e arrondissement de Paris, Anne-Louise Deran. Il est quand même très fatigué et il avait surtout encore des douleurs. Donc là, je lui ai donné quelque chose tout à l'heure pour le soulager. Dans ce centre de soins palliatifs, infirmières et médecins tentent de soulager la souffrance de dizaines de patients. Des patients qui souffrent pour la plupart d'un cancer en phase terminale, ce qui nécessite une bonne connaissance des soins, particulièrement adaptés à l'ampleur de leur douleur. On ajuste sans cesse les traitements dans des situations extrêmement complexes. Et puis en cas de dernier recours, quand la situation devient vraiment insupportable pour le patient, il y a aussi la possibilité d'une sédation qu'on peut proposer, donc qui peut être momentanée pour passer un cap difficile. Donc ceci est fait en concertation avec le patient, avec son accord et surtout en concertation avec l'équipe. Mais pour ces patients, c'est aussi d'un accompagnement psychologique dont ils ont besoin. Nombreux sont les médecins à préconiser la présence des familles pour ces malades en fin de vie. Ce que propose justement le rapport Leonetti. Avec un congé de 15 jours, les familles pourraient être ainsi réunies. Que notre société aujourd'hui reconnaisse que les familles ont besoin d'être près d'une personne qui va décéder, je trouve que c'est vraiment important. Aujourd'hui, les gens se débrouillent pour être auprès de leurs proches, mais quelquefois en difficulté. La loi de 99 prévoit un congé d'accompagnement de 3 mois, mais sans rémunération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très peu de personnes ne le prennent, ce congé d'accompagnement. Un progrès pour cette équipe médicale. Elle souhaite que ce dispositif soit très vite mis en pratique. On vient d'apprendre qu'un sans-abri a été retrouvé mort ce matin. L'homme de 68 ans vivait dans une tente à Montivilliers, près du Havre. Il aurait succombé au froid. Après le drame de Grenoble où un jeune homme est mort poignardé par un déséquilibré, Nicolas Sarkozy annonce une réforme de l'internement psychiatrique. Le chef de l'État veut instaurer une obligation de soins effective. Il a par ailleurs annoncé un plan de 70 millions d'euros pour sécuriser les établissements psychiatriques. On l'écoute. L'obligation de soins doit être effective,
même en cas d'absence ou de défaut de la famille. On ne peut pas laisser seul un patient qui a un besoin manifeste de soins et qui peut parfois refuser de s'y soumettre. Nul ne peut être soigné sans son consentement. Faut-il encore que son consentement soit lucide? Après l'annonce de la suppression de 1400 emplois chez ArcelorMittal, les salariés dénoncent un grand nettoyage. Les syndicats parlent d'économies faites sur le dos des seuls travailleurs, alors que le groupe maintient son résultat financier au niveau de 2007. ArcelorMittal dégage plus de 8 milliards d'euros de bénéfices sur les 9 premiers mois de l'année. On va atteindre quasiment 10 milliards d'euros de bénéfices nets. C'est proprement inadmissible qu'aujourd'hui la direction profite de la crise pour mettre en place du chômage partiel alors qu'il ne se justifie absolument pas. Le retour de la prime à la casse devrait être une des mesures annoncées jeudi par Nicolas Sarkozy pour soutenir le secteur automobile. Elle devrait être de 1 000 €. Et puis aux États-Unis, la descente aux enfers de General Motors continue. Les ventes ont chuté de 41% en novembre. 19 millions de salariés votent demain pour les élections prud'homales. Depuis 30 ans, le taux de participation à ce scrutin est en chute libre. Pourtant, les prud'hommes concernent tous les travailleurs et de plus en plus les cadres, comme l'a constaté Flora Sauvage. À 38 ans, Fabrice gagnait 5 000 € par mois comme consultant dans le secteur bancaire. Il va aller devant le Conseil des prud'hommes car il conteste son licenciement. Fabrice est en conflit avec son employeur, il souhaite garder l'anonymat. Du jour au lendemain, on me dit stop. Et on me dit en gros débrouillez-vous à retrouver un job tout seul, en sachant qu'on est dans une période de crise financière, donc dans le secteur de la banque, il est très difficile de retrouver quelque chose. Fabrice compte sur son avocat pour que le Conseil des prud'hommes statue en sa faveur. De plus en plus de salariés effectivement contestent les ruptures de contrat de travail, c'est beaucoup plus généralisé comme et rendu véritablement plus aisé peut-être vis-à-vis des salariés qui ne voient pas d'obstacle, y compris de carrière, à intenter une action à l'encontre de leur ancien employeur. Chez les cadres, la contestation de la rupture du contrat de travail est le premier motif de recours au prud'homme, selon une étude menée par le syndicat FO Cadre. Les relations de travail se durcissent entre les cadres et leur employeur. Le contentieux prud'homal révèle une relation à l'emploi sous tension. Pour le prouver, c'est très simple. D'abord, ils vont de plus en plus devant les prud'hommes, 78% en termes de croissance. Mais plus encore, en 2002, ils étaient seulement moins d'1 sur 2 à faire appel. C'est-à-dire lorsqu'on conteste effectivement le jugement rendu par le tribunal des prud'hommes, le cadre peut bien évidemment faire appel. Ils sont 2 fois plus nombreux à aller jusqu'au bout de la procédure. Le temps où les cadres constituaient une catégorie privilégiée est révolu. Aujourd'hui, en matière de contentieux au travail, les cadres sont des salariés comme les autres. Le retour de Jean-Pierre Raffarin à l'occasion de l'examen du budget 2009 au Sénat, budget qui prévoit un rapprochement police-gendarmerie. L'ancien Premier ministre a fait entendre sa différence. Pour lui, la création d'une seule force de sécurité serait dangereuse pour la République. Les systèmes qui font qu'à un moment ou à un autre, par des procédures de gestion, on en finit par rapprocher la police et la gendarmerie. Et finalement qu'on aboutisse à terme à une seule force de sécurité, ce qui, de mon point de vue, avec la responsabilité qui ont été les miennes, je vous le dis, serait pour la République dangereuse. Je suis très attaché à ce qu'il y ait 2 forces de sécurité, et quel que soit le goût des hauts responsables à écrire ici ou là des petits carnets et à faire quelquefois de la politique, il est heureux que tout ceci soit séparé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Bouge la France, présenté par Pierre Sled. Peut-être le meilleur connaisseur de la presse française ce soir sur le plateau de Bouge la France, ancien patron de l'agence France Presse et du Figaro, Jean Miot, est l'invité ce soir de Pierre Sled qui abordera aussi le sulfureux retour de Lance Armstrong sur le Tour de France. C'est bien sûr tout le débat sur le dopage qui est relancé dans 3 jours. Le Téléthon, un Téléthon sur fond de crise. Les Français sauront-ils se montrer généreux? Jean-Louis Gombaud ce soir sur le plateau de Bouge la France.
Bonsoir à tous. On va dans un instant parler du Téléthon avec Jean-Louis Gombaud. Je vous donne juste la bourse qui tombe à Wall Street. Exactement à l'instant, le Dow Jones plus 3,43 et le Nasdaq plus 3,74. Donc dans la lignée de ce qu'on a vécu aujourd'hui, notamment sur les marchés européens et la bourse de Paris. Le Téléthon, lui, va connaître peut-être des problèmes cette année. C'est vrai que on est dans un contexte morose, on le sait depuis un petit moment avec cette crise économique. Il tombe évidemment ce Téléthon au moment où les Français, disent-ils, puisque c'est sorti dans plusieurs sondages, seraient prêts même à faire une croix sur les cadeaux de Noël. Alors est-ce qu'ils vont être aussi généreux cette année? C'est le risque quand même. Bah oui, parce que la crise ne fait pas de cadeaux. Donc les gens pourraient être décidés de ne pas faire de dons. Alors la seule expérience qu'on a, la dernière récession, c'était en 1993 en France. Et effectivement, si on prenait l'ensemble des collectes auprès des Français, elles avaient baissé cette année-là. Et il a fallu 2 ans pour revenir sur un rythme haussier qui ne s'est pratiquement pas démenti depuis. En 93, le Téléthon avait quand même battu son record de 92. Jamais on a vu le Téléthon ne pas progresser, sauf l'année dernière où il a plafonné, il a fait légèrement moins que l'année précédente, autour des 100 millions. Il reste l'opération caritative la plus importante en France, c'est 100 millions sur les 3 milliards d'euros que donnent chaque année les Français. Alors incontestablement, le problème du pouvoir d'achat va jouer. Voilà 2 ans que les dons plafonnent. En général, en France, on reste autour des 3 milliards. On n'arrive pas à décoller de cela, à cause certainement du problème du pouvoir d'achat. Et aussi, la crise va jouer. Aux États-Unis, on remarque, par exemple, chaque année, vous savez que Business Week publie la liste des plus grands donateurs américains. Et dans le dernier numéro de Business Week, il y a la liste, et on s'aperçoit que les multimilliardaires ont donné moins cette année que l'année précédente, précisément à cause de la crise. Deuxième aspect, les besoins ne cessent d'augmenter, les organisations. Si vous prenez sur les 10 dernières années, la dépense publique française a augmenté de 1,6% par an. Les budgets des organisations caritatives ont augmenté, eux, de 2,6% par an. Donc ils augmentent de plus en plus. Et enfin, troisième aspect qui me paraît important, les Français sont de plus en plus sollicités. Ils sont d'ailleurs un petit peu perdus. Il y a plein de demandes de partout. Et avant de donner, il faut d'abord savoir où donner de la tête, parce qu'on ne sait plus très bien où on va. Alors vous évoquiez l'an dernier, la récession, là aussi, on a donné pour la première fois moins que l'année d'avant. Comment vous l'interprétez? Est-ce qu'il n'y a pas un seuil finalement de générosité qui est palpable et qu'on ne dépassera pas? Il y a sans doute un seuil. Mais si vous regardez ce que donnent les Français, on est sur 3 milliards d'euros. En gros, ça nous fait une 40aine d'euros en moyenne par habitant. Comme il n'y a qu'un Français sur 3 qui donne, généralement, ceux qui donnent en moyenne 100 euros par an. Alors on peut appeler ça effectivement un seuil, mais si vous regardez maintenant avec les autres pays, et vous regardez ce que les pays étrangers donnent, la France est assez mal placée. Évidemment, elle est beaucoup moins bien placée que les États-Unis, qui donnent en gros 1,8% du PIB américain, c'est du don direct. Évidemment, on le sait pourquoi. Aux États-Unis, il y a peu d'impôts, donc les gens donnent beaucoup. Mais même si on compare la France avec des pays qui sont plus fiscalisés qu'elle, par exemple la Suède, les Français donnent moins que les Suédois, alors que les Suédois paient plus d'impôts. Mais le seuil doit jouer. Par exemple, si vous regardez, les pauvres, évidemment, sont moins nombreux à donner que les riches. C'est incontestable. Mais les pauvres, en proportion de leurs revenus, quand ils donnent plus que les riches. Ils sont plus généreux que les riches lorsqu'ils donnent. Alors à propos des problèmes fiscaux, en France, on a droit à des déductions fiscales quand on fait des dons. Mais est-ce que les Français finalement l'utilisent à plein cela? Non. Non, et d'ailleurs la preuve, c'est qu'on a changé le système fiscal en 2005 ou 2006, je ne me rappelle plus très bien, mais en fait dernièrement, et ça n'a pas provoqué une montée des dons, c'est-à-dire alors que le système fiscal est beaucoup plus avantageux qu'auparavant. Quand vous donnez 100 euros, si vous, selon l'association à laquelle vous donnez, en réalité, il ne vous en coûte que 25 ou 35 euros. Donc il y a une aide de l'État qui est assez considérable pour inciter aux dons, et je crois que les gens ne connaissent pas assez ces mécanismes. Sur les 3 milliards d'euros que donnent les Français, il y en a 1,6 milliard qui sont déclarés au fisc, et dans le total, ça ne revient aux gens qui donnent que 500 millions d'euros. Donc il y a vraiment une aide publique qui n'est sans doute pas suffisamment utilisée. Dernier point quand même, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui paient des impôts ont droit à l'éducation fiscale, et les gens qui ne paient pas d'impôts, c'est-à-dire la moitié des Français quand même, lorsqu'ils donnent, c'est totalement de leur poche. Donc là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Il y a une niche fiscale pour les gens qui paient des impôts, et il n'y a rien en échange pour les gens qui ne paient pas d'impôts, et quand ils donnent, eux, eh ben, ils donnent plein pot.
Merci beaucoup Jean-Louis. On va maintenant recevoir Jean Miot, célèbre patron de presse et passion de presse. C'est son titre. Son nœud papillon est éternel, sa verve aussi à décrire un monde en plein bouleversement, celui de la presse, dont il fut l'un des acteurs les plus éminents, patron de l'agence France Presse du Figaro, président de la Fédération française de la presse avec Jean Miot. C'est tout un monde qui se dévoile, celui du papier, celui de l'encre, mais aussi celui des écrans et d'Internet. La passion de la presse, Jean Miot ce soir, sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir Jean Miot. Bonsoir. On est heureux de vous recevoir. La passion de la presse, c'est vrai que, alors on a évoqué les titres que vous avez exercés, mais vous avez commencé quand même. Je ne prends pas pour autant au sérieux. Oui, on sait. Rassurez-vous. On sait. Vous étiez bien placé en tout cas pour écrire ce livre. Vous avez quand même commencé à 16 ans à la République du Centre. J'ai vu les différents métiers. Coupeur de dépêche à l'AFP. Oui. L'éclair du Berry. Et puis coupeur de dépêche à l'AFP, localier, secrétaire de rédaction, journaliste à France Entière. Enfin, voilà, vous avez exercé beaucoup de choses. On se dit finalement, quel a été le moment le plus heureux de votre carrière, le moment où vous en avez plus profité? Écoutez, j'ai eu des moments de bonheur tout au long de ma vie et je continue, parce qu'on ne défroque jamais dans ce métier. Je continue de m'amuser beaucoup et c'est vrai que j'ai eu des moments de plaisir intense à exercer ce métier, que ce soit aux Antilles, au Havre, à Bourges, à Paris, au Figaro et à l'agence France Presse, qui est un merveilleux outil. Dans votre livre, il y a 32 chapitres, il y en a 31 qui remontent du début de la presse jusqu'à 70 et un seul depuis 70. Pourquoi? Parce que l'évolution est moins intéressante depuis ces 30 dernières années. Si vous voulez, j'ai résumé les dernières années dans les 4 premiers chapitres. Les 4 premiers chapitres, c'est un peu ma contribution aux États généraux de la presse, où, comme vous avez pu le voir, j'essaye de donner ma version de la crise de la presse. Quand on dit crise de la presse, soyons clairs, c'est la crise de la presse quotidienne. Oui, la presse magazine française se porte relativement bien. C'est la plus au monde. Nous sommes les premiers producteurs de presse magazine au monde. Mais nous sommes, hélas, les 29e pour la lecture des quotidiens dans le monde. Alors, à cela, je vois plusieurs responsables, donc plusieurs coupables. Les patrons. Je mets en premier les patrons, donc je prends ma part de responsabilité, je le fus. Le syndicat du livre qui ne peut pas nier qu'il a considérablement freiné la modernisation, ce qui explique d'ailleurs que nos journaux coûtent plus cher à fabriquer et à distribuer, donc plus cher à l'achat que les voisins. Les journalistes, mon cher confrère, peut-être avons-nous continué de faire notre journal sans se préoccuper du changement profond du lectorat. Les lecteurs sont devenus des téléspectateurs, des zappeurs, et ils cherchent autre chose. Et puis surtout aujourd'hui, il y a ce Big Bang extraordinaire d'Internet, mais j'y reviendrai. Et le 4e responsable, c'est une des pages d'histoire que j'ouvre dans ce livre, sachant quand même que c'est pas un livre d'histoire de la presse, c'est les histoires de la presse, comme vous le disiez, de Théophraste Renaudot jusqu'à aujourd'hui, avec ses merveilleux personnages, éditeurs, journalistes. Alors, cette grande période qui est celle de la Libération, qui explique beaucoup de choses. De quoi souffre la presse quotidienne en France aujourd'hui? Elle manque de fonds propres. Elle est sous-capitalisée. Et l'explication vient de cette période où, dans les grands idéaux, au nom des grands idéaux de la résistance, qui sont nobles, loin de moi l'idée de les mépriser, mais au nom de ces idéaux, on va dire que la presse et l'argent doivent être absolument séparés. Et on va oublier une chose fondamentale, c'est que la presse, c'est aussi une industrie. Ce n'est pas un produit. Ça, c'est très français comme analyse, comme position. C'est essentiellement français. Et c'est ce qui explique aujourd'hui cette absence de fonds propres. C'est ce qui explique la crise managériale et économique de la presse quotidienne en France. Vous donnez des statistiques, d'ailleurs, en parlant de la Libération. En 45, à Paris, il y avait 26 quotidiens pour un tirage de 4,6 millions. En 62, il n'y avait plus que 11 avec 4 millions en tirage. Aujourd'hui, il y en a 11 toujours, mais avec 2 millions, ça n'arrête pas de diminuer. En 2020, on en sera où à peu près? Alors, en 2020, j'ai une certitude, il y aura toujours des journaux. Alors, j'ai un théorème, l'écran sauvera l'écrit.
il est bien évident qu'aujourd'hui, la révolution d'Internet bouleverse totalement le métier, bouleverse totalement nos journaux. Mais si, comme ils ont commencé à le faire, les journaux de province comme de Paris, les magazines comme les quotidiens, savent conjuguer le support papier et le support web, eh bien je pense sincèrement que la presse sera sauvée. Il va y avoir ce nouveau paradigme, cette nouvelle conjugaison va permettre véritablement de relancer du papier sur le web et du web sur le papier. Alors à condition, bien entendu, de ne pas dupliquer, de ne pas faire sur le papier ce qu'on a fait sur Internet et réciproquement. Vous parliez des journalistes, et je fais la liaison avec le web. Évidemment, l'information sur les sites, sur les blogs est beaucoup moins contrôlée. Est-ce que du coup, notre métier n'est pas tiré par le bas parce qu'il n'y a plus vraiment ou beaucoup moins de vérification d'informations? On reprend comme cash ce qui se passe sur Internet. C'est effectivement le danger. Et c'est de là que je me permets d'affirmer que le papier va rester indispensable. Car imaginez qu'on se contente désormais de cette information brute de décoffrage, à peine vérifiée, qui passe sur les écrans. Voilà. Vous savez, Pierre Lazareff, qui était le grand patron de France Soir, quand il a créé 5 colonnes à la une, avait cette formule magnifique de prévoyance. Il disait, jusqu'à présent, quand il y avait un événement, on descendait dans la rue pour le lire. Désormais, on rentrera chez soi pour le voir. Si Lazareff était ici aujourd'hui, il nous dirait, mais c'est même plus la peine de rentrer. Sur mon portable, je peux voir, lire et entendre l'information. Donc, vous avez raison, si nous nous contentions de cette information brute, vite écrite, non contrôlée, parce qu'il y a une course à l'audience évidente, ça serait même, sur le plan de la démocratie, extrêmement inquiétant. C'est pour ça que, obligatoirement, il va falloir que le web renvoie à du commentaire, à de l'analyse. C'est là où les journaux vont se transformer radicalement, ils ne seront plus ce qu'ils sont aujourd'hui, ils vont être véritablement des compléments de l'Internet. Je reviens aux journalistes parce que vous dites également dans ce livre qu'aujourd'hui c'est un petit peu le politiquement correct, il prévoit un petit peu partout. C'est une des choses qui m'afflige. Oui, mais en même temps, j'ai envie de vous apporter la contradiction parce que vous l'avez vu, il y a de plus en plus de débats à la radio, à la télévision, où il y a de plus en plus d'éditorialistes qui viennent. Et n'y a-t-il pas au contraire une espèce de course au superlatif, à l'opposition pour essayer justement de créer un buzz comme on dit maintenant, et alors que finalement, moi je trouve que c'est parfois l'inverse qui arrive. Alors, pas toujours fondé, mais parfois l'inverse. Sur l'écran télévisuel, peut-être. Mais sur le papier, on a quand même, soyons francs, quelquefois l'impression de lire les mêmes journaux sous des titres différents. Et ce que l'on peut reprocher à la profession aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le panurgisme, où on se met tout d'un coup, soit au départ de la télévision ou au départ du journal, à suivre un sujet, à rabâcher la même chose, à user du politiquement correct, enfin, parce que j'aime pas la pensée unique, mais disons la pensée correcte, qui est une obligation et qui ennuie profondément le lecteur. Il est bien évident qu'on n'écrirait pas le quart de ce qu'écrivaient Rivarol, Rochefort et Léon Daudet. Mais Dieu que la presse était belle dans ce temps-là et que les lecteurs s'amusaient. Ils s'insultaient d'un journal à l'autre. Alors bien entendu, on pourrait pas écrire on tomberait immédiatement sous le coup de la loi. Mais il y avait un ton, il y avait une tonalité, et je crois sincèrement que ce ton peut revenir. Comment analysez-vous la concurrence sur les journaux sportifs? Il y avait un quotidien qui avait un monopole, l'équipe, et là d'un seul coup on se retrouve avec bientôt 4, là en janvier le 4e. Oui. On a l'impression qu'on assiste vraiment à une guerre de positionnement, sachant que forcément il va y avoir des morts, et peut-être même assez rapidement. Écoutez, moi, tout ce qui favorise la concurrence, ça me paraît être un aiguillon pour la presse. Donc, a priori, je suis pour. Alors maintenant, l'essentiel, d'ailleurs, saluons la réactivité du Parisien qui immédiatement, comme naguère, souvenez-vous, avec Info Matin, le Parisien avait immédiatement répliqué avec Aujourd'hui en France, qui est aujourd'hui d'ailleurs le seul quotidien qui gagne des lecteurs en province. Là, ils ont réagi immédiatement en créant leur propre journal sur le même thème.
Est-ce qu'ils vont subsister? L'avenir nous le dira. L'époque de François... C'est bon la concurrence. L'époque de François que vous décrivez au moment où il tirait 1 million d'exemplaires, où il y avait les notes de frais, vous le relatez, où il y avait marqué ONPB, oui. On n'est pas de bois, c'est-à-dire que les journalistes pouvaient inviter qui ils voulaient. C'est terminé, ça s'est révolu cette époque. Il y a longtemps que c'est terminé, parce que justement aujourd'hui la situation économique des journaux ne le permet plus. Pour l'avenir, est-ce que vous parieriez plus sur le tout gratuit, vous l'évoquez, ou sur le e-paper? Je parie sur les deux. Le e-paper va exister forcément. Il existe déjà au Japon. Des logiciels qui tournent les pages comme en vrai. Je vous rappelle que les Échos ont été les premiers en France à faire cette expérience, qui permet donc de charger un morceau de papier format A4, on le charge dans une borne et puis on fait défiler les pages avec quelques transistors en bas. Mais ça ne remplacera jamais le papier et encore une fois, le papier permettra d'avoir ce complément d'informations, d'analyse, de commentaires dont on a impérativement besoin. Les groupes multimédia, vous en parlez, vous dites qu'en France, finalement, on n'a jamais rien fait pour les favoriser. Est-ce que c'est néanmoins, ils vont réussir à franchir le cap? Je sais que la loi risque d'être modifiée. Oui. Je pense qu'il y a deux choses essentielles pour sortir de ce marasme. Le premier, effectivement, c'est de favoriser la constitution de groupes puissants. Ce qui n'est pas du tout, ce qui n'est pas et plurimédia, ce qui n'est pas incompatible avec l'indépendance des journaux. Je rappelle que l'indépendance, c'est aux journalistes qu'elle appartient. Et des groupes multimédia, plurimédia, c'est une évidence. Il y a un groupe qui en ce moment est en train de se développer, qui est le groupe d'À la Veille, qui aide à la fois à la radio, à la télévision, à la tribune. Je crois que c'est une démarche, qu'il va falloir aller. Sans aucun doute. Je lis les dernières pages de votre livre quand vous évoquez le moment où les bandes se rejoignent sur les cônes de pliage pour que les cahiers ne forment plus qu'un seul et que la gueule de la rotative crache un à un les exemplaires du journal. Alors c'est là qu'on ressent vraiment, avec l'odeur de l'encre, la passion de la presse. Craignez-vous que la jeune génération, ceux qui arrivent, qui ne connaîtront peut-être pas ça, engendre une génération de journalistes blasés? Écoutez, j'ai quand même le sentiment, pour fréquenter encore les rédactions, que ce métier génère toujours la même passion. Vous en êtes d'ailleurs certainement un vivant exemple. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'on peut savoir, le nœud papillon, ça a toujours été votre emblème, pourquoi? Tout simplement parce que je faisais des taches sur mes cravates, et qui en général étaient neuves et qu'on venait de m'ouvrir. Dans les bons déjeuners qu'on faisait à l'époque. Voilà, et je continue de faire en tout cas. Et ma foi, avec le nœud papillon, il y a moins de risques. Merci beaucoup en tout cas Jean Miot. Je vous recommande La Passion de la presse aux éditions du Rocher, que vous avez vu et revu. C'est vrai que on a une bonne idée. Ce sont les histoires. Voilà. C'est pas l'histoire de la presse, c'est les histoires et tous les personnages depuis Renaudot. Et croyez-moi, on n'a pas inventé grand-chose. Merci beaucoup. On va parler maintenant du Tour de France. Je sais que vous aimez le sport aussi, avec Lance Armstrong qui revient sur le Tour de France. Alors là, c'est pas 5 colonnes à la une, mais j'ai sur le plateau Pierre Salvac, Pierre Martin et Pierre Sled. Donc c'est pour parler du Tour de France. Merci bien. Et oui, c'est le retour d'un bien sulfureux champion. Lance Armstrong, 7 fois vainqueur du Tour de France, revient sur la grande boucle. Une annonce qui relance bien sûr le débat sur le dopage dans le sport. Ils sont deux à l'avoir étudié, ce phénomène. Le journaliste Pierre Salviac et Pierre Martin. Il est sénateur de la Somme et rapporteur du budget des sports au Sénat. Bonsoir messieurs, bonsoir les Pierres. On va parler effectivement de cette dépêche qui est tombée, on l'a donnée en direct hier soir. Donc Lance Armstrong, c'est officiel, va revenir a priori sur le Tour de France. On a appelé ça un grand pas pour l'ambiguïté. C'est vrai que il y a des années, je sais plus, il y a 2-3 ans, les directeurs du Tour de France avaient annoncé une liste de noms de cyclistes qui n'étaient pas les bienvenus. Pierre Salviac, à votre avis, pourquoi ils n'ont pas fait la même chose là? Je crois que les temps changent. Je crois tout simplement que les dirigeants du Tour de France, enfin les propriétaires, on va dire, du Tour de France, se sont rendus compte qu'il n'y a plus tellement de stars maintenant dans le cyclisme professionnel. Si vous interrogez les gens dans la rue,
et vous leur demandez qui sont les 3 derniers vainqueurs du Tour. Oui, d'autant qu'ils sont déclassés, on en met d'autres. J'ai bien peur que personne soit capable de vous dire qui. En revanche, personne n'a oublié Armstrong parce qu'il l'a gagné 7 fois, parce qu'il a une réputation peut-être sulfureuse, mais qu'en tout cas, il n'a jamais hésité à être le patron du Tour de France. Oui, et en tant que c'est vrai que ça marque. Et en tant que tel, il a marqué. Alors, il y a quand même, bon, le problème, c'est pas qu'il ait gagné 7 fois le Tour de France, ça, effectivement, on a besoin de champions, il y en a eu d'autres, mais le problème, c'est qu'en 2005, on a ressorti des prélèvements qui dataient du Tour 99, de ces prélèvements à lui, et on les a trouvés chargés de PO, et évidemment il avait terminé sa carrière, donc il est resté là-dessus, ça a terni un petit peu son image, et là il revient. Alors on ressort un petit peu les flacons. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Martin? Ce que j'en pense, c'est que Armstrong, c'est un cas. Faut bien le reconnaître, puisque l'on va énormément parler lors de ce Tour de France d'Armstrong et de la lutte contre le cancer. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui est traité. Et il prétend, bien entendu, qu'il ne s'est pas dopé. Alors tout cela reste à démontrer. Il y a une ambiguïté que vous constatez. Mais cela suppose que pour en être où il en est, il a été soigné, bien soigné, et la lutte continue en quelque sorte. Et on veut faire d'Armstrong un exemple. Oui, surtout aux États-Unis, parce que là en plus il va faire campagne, il va profiter de cette popularité renouvelée pour faire campagne pour la lutte contre le cancer. Moi je voudrais revenir quand même sur parce que vous pouvez nous éclairer, Pierre, là-dessus, sur un détail sportif, mais qui n'en est pas un, c'est que c'était un coureur qui était un bon coureur, mais sans plus, un peu un besogneux du peloton. Non, hyper doué, non, super doué, je te jure. Bravo, il a quand même pas fait grand-chose. D'un seul coup, il a un cancer, il disparaît pendant 1 an et demi, cancer du testicule, il revient, c'est le meilleur sprinter, c'est le meilleur rouleur, c'est le meilleur grimpeur. Il y a quand même de quoi se poser des questions, non? Ça, c'est effectivement la façon dont on a présenté Armstrong. Mais moi, je me souviens qu'à peine arrivé dans le peloton professionnel sous la houlette de Cyril Guimard, il gagnait déjà un championnat du monde. Il était naturellement doué. C'est vrai qu'il a eu ce problème et on a cru que c'était fini. Et quand on a effectivement un cancer, on se dit, un athlète de haut niveau ne peut pas revenir au statut d'un éventuel vainqueur du Tour de France. Or lui, non seulement il est revenu, mais il l'a gagné 7 fois. Alors évidemment, ça intrigue. Et évidemment, tout le monde suspecte Armstrong de s'être dopé. Je rappelle quand même qu'il a été pris qu'une seule fois, alors qu'il a été sans doute le coureur le plus contrôlé de tous les coureurs cyclistes professionnels, et pour cause. Il n'a été contrôlé qu'une seule fois. En imaginant qu'il ait été vraiment pris par ce contrôle, il aurait été suspendu quoi? 2 ans, parce que c'est la règle. On a dit tout à l'heure que c'était au siècle dernier. Ça veut dire que depuis, il aurait pu le plus normalement revenir. Comme Florian Landis, qui va peut-être revenir, qui a été pris, qui a purgé sa peine. Normalement revenir, et à ce moment-là, on ne le suspecterait plus. Puisqu'il est contrôlé, il n'est pas pris. Pierre Martin, si vous allez sur une route du Tour de France cet été, et que vous voyez passer Lance Armstrong, qu'allez-vous faire? Quelle sera votre attitude? Je regarderai le champion, de toute évidence. Car comme vient de le dire Pierre Salviac, c'est un énorme champion. Alors au-delà de cette lutte, de ce combat qu'il mène contre le cancer, peut-être aussi qu'il veut démontrer, puisqu'il y aura évidemment des contrôles encore cette année lors du Tour de France, que tout ce que l'on a mis en route le concernant, eh bien c'était faux. Il y a peut-être ce combat-là aussi, ce combat-là est aussi important que l'autre. C'est au niveau de la morale, en quelque sorte, de la morale et de l'éthique sportive. Alors il y a la morale, il y a l'éthique, et puis avec les Américains, il y a surtout l'économie, qui n'est jamais très loin derrière. Depuis qu'il a arrêté, le marché du cycle aux États-Unis a plongé, et là c'est quand même, surtout dans cette période de crise, un bon moyen de le relancer. Faut quand même pas l'oublier non plus. Tout à fait, mais je crois que les contrôles se sont aussi perfectionnés. Nous en sommes, bien entendu, vous le savez, à contrôler les coureurs pendant leur période d'entraînement. La fédération internationale, quand c'est elle qui a la compétence vis-à-vis de la compétition, a le droit de recruter un prestataire pour aller contrôler le coureur. Aller le contrôler le coureur sur son lieu d'entraînement, aller le contrôler lors de la compétition. Et je pense que mondialement, tout cela se développe et que la lutte contre le dopage est en train quand même de pas mal avancer. Même si il y a quand même du déchet. Pierre, vous connaissez le danger dont Lance Armstrong avoue la présence, c'est qu'il pense que le public français risque de mal l'accepter. Il a même prévu des gardes du corps. À votre avis, qu'est-ce qui va passer? C'est ça le gros problème. C'est ça le gros problème. Parce que qu'est-ce qu'on a fait là? On a diabolisé Armstrong. On a diabolisé Armstrong. Il faut reconnaître qu'en France, parce que partout dans le monde, il est toujours super populaire. Oui, mais en France, on l'a diabolisé. Je rappelle que si Christian Prudhomme l'accepte dans ce Tour de France, c'est qu'il aura satisfait à toutes les obligations du passeport biologique.
Donc, on peut considérer qu'à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on ne l'accepte pas. Ce qui est inquiétant, en revanche, c'est que par rapport à toute la publicité et la mauvaise publicité qu'on fait à propos de son retour, il y a un grand risque sur les routes du Tour de France et principalement dans les cols. Parce que un champion qui est diabolisé dans un stade, il est relativement protégé, il y a une enceinte, il y a un cordon de sécurité. Mais dans un col, quand il va être à la lutte pour la première place, il va se trouver face à un public qu'on ne peut pas maîtriser totalement, une route qui se referme sur lui, et il pourrait être éventuellement à la merci d'un geste fou. Et le problème des organisateurs du Tour de France ce soir, à mon avis, c'est pas de recevoir et d'accueillir Armstrong, dopé ou pas dopé, parce que s'il est accueilli, c'est qu'il aura satisfait à tout, mais c'est de recevoir dans le Tour de France quelqu'un qui risque de faire l'objet d'un geste de fou, de folie. C'est ça le problème Armstrong aujourd'hui. Encore faut-il qu'il soit, comme vous le prétendez, dans les premiers, parce que c'est quand même quelqu'un qui a gagné cette Tour de France, mais qui a arrêté depuis 3 ans, et il faut qu'il revienne maintenant à son âge, sachant que depuis, il y a eu un vainqueur chaque année différent, le rythme est quand même aussi compliqué. Oui, tout à fait. Mais, comme on vient de le préciser, cette diabolisation, elle est pénible à vivre, certainement, là où cela a été fait. Mais il y a aussi un autre problème, c'est le Tour de France. Le Tour de France, c'est pas n'importe quelle épreuve. Mondialement, le Tour de France, sa renommée est faite. Et je dois dire que c'est l'épreuve cycliste du monde, en quelque sorte. Et à partir de là, l'on comprend que les passions se déchaînent. Les anti-Armstrong, les pro-Armstrong, tout le monde se déchaîne. Et compte tenu qu'il n'a pas été le seul à avoir cette ambiguïté, d'autres, c'est allé plus loin, puisqu'ils ont été contrôlés très positivement, comme on dit. Alors à partir de là, moi j'ai l'impression qu'il revient. Il revient certainement avec une ambition, celle qu'on a évoquée, mais surtout avec une grande ambition, essayer de faire en sorte que la morale soit rétablie. Alors la morale, c'est pas... Oui, Pierre. Non, je préjuge pas de la capacité d'Armstrong à gagner un 8e Tour de France. Je dis en revanche qu'il en sera certainement, s'il décide et s'il est admis, un grand animateur. Et moi, je me mets à la place des organisateurs du Tour de France. Vous savez qu'il a accepté, avant, de participer au Giro d'Italie, dont c'est le 100e anniversaire. Imaginez que la France, le Tour de France, ne l'accepte pas. Il va faire la promo de l'Italie et du Giro, et nous, on va se priver d'un coureur dont la notoriété est capable de faire la promotion de la France du Tour dans le monde entier. Il fallait sauver le Tour. Le Tour, alors je peux vous dire, avec ou sans Armstrong, il n'est pas mort, c'est un monument. N'empêche, il décline. N'empêche que pour que le Tour de France garde sa place sur la carte du monde, mais je veux dire la carte des télévisions du monde, oui, il vaut mieux... Les Allemands déjà ne le retransmettent plus. Ça, on en reparlera parce qu'ils ont des obligations et des droits, mais ils ont aussi des obligations par rapport à l'organisme européen qui gère les droits du Tour de France, donc on en reparlera. Mais ce que je veux dire, c'est que Armstrong peut aussi tirer le cyclisme professionnel et le Tour de France par le haut, et je fais confiance au groupe Amaury. S'il l'accepte, c'est parce qu'il croit qu'il est encore capable d'eux, c'est parce qu'il croit que de toute façon, il va animer ce Tour de France, mais parce qu'ils savent aussi qu'ils ne pourront l'accepter qu'à partir du moment où, comme les autres coureurs, il aura satisfait préalablement au contrôle dont vous avez parlé, monsieur le sénateur, le contrôle longitudinal, et que de toute façon, c'est une constante sur le Tour de France. À chaque arrivée, quand vous êtes dans les 3 premiers, vous êtes contrôlé. Juste, vous parliez du groupe Amaury, donc ASO, qui organise le Tour de France. Patrice Clerc, l'ancien PDG, est parti en septembre, je crois. Justement, on sait que Patrice Clerc était l'un des grands défenseurs de la lutte contre le dopage. Et justement, comme de par hasard, il a quitté pour mésentente avec sa direction, avec ses actionnaires. Pour mésentente, il est parti. Et 2 mois plus tard, on annonce le retour de Lance Armstrong. Est-ce que c'est le plus grand des hasards, selon vous ? Oh, vous savez, je crois que ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais je voudrais revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, parce que préalablement au Tour de France, il y aura le Tour d'Italie. Ce qui veut dire qu'il y aura une épreuve pour Armstrong, une épreuve sportive. Et ce sera la première fois qu'Armstrong cumulera les deux s'il le fait. Et une épreuve qui lui permettra de tester un peu ses capacités physiques. Car si jamais il se rendait compte, et pourquoi pas, après tout, il a été un moment sans courir, il se rendra peut-être compte qu'il n'est plus tout à fait au niveau. Mais je crois que, au-delà de l'épreuve, le Tour d'Italie sera un test. Un test qui lui permettra d'aborder dans de bonnes conditions ou dans de moins bonnes le Tour de France, et pourquoi pas une décision à ce moment-là.
Mais on est aussi au siècle de la désinformation. Il se peut très bien que Armstrong ait dans sa tête le fait de faire du buzz, comme on dit maintenant, à propos de son éventuel retour sur les routes et sur les routes du Tour, pour faire la promotion de son agence de lutte contre le cancer. Et s'il se rend compte au cours des entraînements et des compétitions qui vont précéder le Tour de France qu'il n'est pas en mesure de le faire, je pense qu'il ne prendra pas le départ, mais en attendant, il aura fait parler et de lui et de l'association de lutte contre le cancer qu'il préside. Mais à votre avis, Pierre, il s'est inscrit au Tour de France, vous avez suivi plusieurs Tours de France, il s'est inscrit au Tour de France et il s'est inscrit au Giro juste avant. Est-ce qu'il est possible, quand on prétend jouer les rôles qu'il veut jouer, est-ce qu'il est possible de faire les deux? Et à votre avis, est-ce qu'il ne va pas justement mettre de côté le Tour de France après s'être rendu compte que le Giro, c'est plus compliqué que ce qu'il pensait? Au jour d'aujourd'hui, ça ne coûte rien de s'inscrire aux deux, déjà. D'accord. Alors évidemment, il faut commencer par le commencement. Il y a le Giro, il ne l'a pas gagné. Je pense que s'il est en mesure de remporter ce tour-là, il va se donner toutes les chances. C'est possible de faire les deux? Il va se donner toutes ces chances-là. Après, il y a le Tour de France. Imaginons qu'il s'engage et qu'il se sente un peu juste. Il se mettra au service de Contador, le leader espagnol de son équipe, et il en tirera profit comme Hinault a tiré profit du maillot jaune de Lemon à un moment ou un autre. C'est pas un problème. Le problème, c'est on n'a pas le droit de faire un procès a priori à Lance Armstrong. On n'a aucune preuve que ces Tours de France ont été gagnés dans des conditions anormales parce qu'il a été contrôlé. Le seul litige, tu as raison, il y en a eu un, et le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est de ne pas avoir accepté la contre-expertise qu'on lui proposait a posteriori, c'est vrai, mais je te dis encore une fois, s'il avait été pris, s'il avait été contrôlé, et s'il avait dû purger sa peine, il aurait purgé une peine de 2 ans, comme tous les autres coureurs qui ont été pris dans les mêmes circonstances, et il serait quand même revenu. Et avec son talent, rien n'indique qu'il n'aurait pas gagné les autres tours. Pierre Martin, on va avoir un beau Tour de France? Je l'espère, mais pour aller tout à fait dans ce sens-là, je crois qu'en homme sensé, parce que c'est quelqu'un qui l'est, eh bien, ma foi, il prendra une décision après le Tour d'Italie. Mais au cas où ça se passerait mal, il serait un VIP de luxe pour la lutte contre le cancer en suivant le Tour de France en spectateur en quelque sorte. Et il trouverait bien les moyens de se mettre en évidence pour attirer l'attention sur lui, mais aussi sur l'action qu'il mène. Et de grâce, je le dis à tous les spectateurs, tous les téléspectateurs, tous ceux qui vont se rendre sur les routes de France, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, c'est un champion, respectez-le et faites tout pour que sa vie de champion ne soit pas mise en danger sur les routes du Tour de France. Et je compléterai, comme dans la question que vous posiez, nous avons de grands champions qui ont fait le doublé. Et il fait partie des plus grands. Alors donc, c'est une épreuve pour laquelle il est peut-être taillé. On va suivre ça. Merci beaucoup à tous les deux. On va accueillir à nouveau Saveria pour la une des journaux de demain. La relaxe des présumés saboteurs de la SNCF à la une de Libération. Demain, 3 des 5 personnes soupçonnées d'avoir endommagé les lignes de TGV ont été remises en liberté aujourd'hui. Le débat sur la qualification de terrorisme s'intensifie. Le débat sur l'hébergement des sans-abri à la une de Ouest France, alors qu'un homme de 68 ans a été retrouvé mort de froid ce matin près du Havre. Martin Hirsch propose d'aller plus loin que l'accueil d'urgence. 1000 places vont être ouvertes dans des casernes. Et le débat sur l'euthanasie à la une de La Croix. Le rapport Leonetti préconise la création d'un observatoire pour faire connaître la loi de 2005. Les élections prud'homales demain à la une de l'Humanité. L'Humanité qui parle justice du travail que les patrons n'aiment pas. Un scrutin qui permet aux salariés de s'exprimer et de résister. Et on termine avec les Échos et le nucléaire. L'EPR va finalement coûter plus cher que prévu, beaucoup plus cher. Le groupe EDF devra annoncer demain une hausse de 20% du coût de production de son futur réacteur de Flamanville. Voilà. Merci beaucoup Saveria. On conclut rapidement, on me dit. Philippe de Sonny était aux manettes, Pierre-Henri Gergonne en régie et Cécile Sixou, Faïza Zerwala et Julie Trassard ont préparé cette émission. Face à nous tout de suite avec Jean-Luc Mélenchon et l'équipe de Public Sénat pour l'interroger sur son nouveau parti, sûrement avec Michel Grossior. Merci, au revoir, à demain.